Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de K News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, eh bien, on va parler de Janja Garnbret. Attends, mais on a déjà parlé de Janja il y a 2 semaines, non? Si, mais c'est comme ça, c'est Janja. Enfin plus sérieusement, oui, on va reparler de Janja Garnbret, puisque la Slovène vient de briser une barrière symbolique en Coupe du Monde le week-end dernier à Innsbruck, avec elle on parlera également d'un autre grand médaillé de l'histoire des Coupes du Monde, l'Autrichien Jakob Schubert, mais pour ses performances sur rocher cette fois-ci, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agira de sa plus grande performance sur rocher jusqu'à présent, Project Big qu'il a réalisé il y a quelques années. Avec ça on parlera également de Dylan Schua, le Suisse, qui nous avait concocté pour cet été un projet assez dingue qui ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu. Bref, on est parti. News numéro 1, la semaine dernière avait lieu à Innsbruck en Autriche une nouvelle étape de Coupe du Monde. Alors on va revenir sur le résumé détaillé de l'étape d'Innsbruck dans une prochaine news, mais d'abord je voulais vous faire un petit focus sur l'événement statistique et symbolique qui s'est déroulé durant ce week-end, la 50e victoire de la Slovène Janja Garnbret en étape de Coupe du Monde. Car en effet, à 27 ans, Janja Garnbret vient de remporter sa 50e étape de Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. Et ce, comme un symbole, quelques jours seulement après son avènement sur rocher et son enchaînement de bibliographie 9B+. Alors on ne va pas faire comme si ça datait d'aujourd'hui, Janja Garnbret, régulièrement surnommée la reine du circuit, ou plus vulgairement sur cette chaîne le rouleau compresseur slovène, n'a pas attendu que cette barre des 50 étapes de Coupe du Monde soit franchie pour être la grimpeuse la plus dominante du circuit. Ceci étant, c'est une très bonne occasion pour revenir en chiffres sur cette domination absolue, et vous allez voir, c'est pas mal. C'est le 12 juillet 2016 que Janja remporte sa toute première Coupe du Monde à Chamonix. S'en suivra 49 autres victoires en 8 ans. C'est simple, depuis cette victoire à Chamonix, Janja Garnbret a remporté 43% des 116 étapes de bloc et de difficulté qui se seront déroulées sur le circuit compétitif depuis. Plus encore, elle se sera placée sur 67 podiums, soit 57% des étapes. Des chiffres qui augmentent drastiquement si on ne prend en compte que les 73 Coupes du Monde auxquelles elle a participé, ce qui nous donne 68% de victoires et 92% de podiums. Bref, vous l'avez compris, quand Janja participe, globalement, elle gagne, et au grand minimum, elle finit sur le podium, mais surtout, elle ne se contente pas de ça, puisque dans la grande majorité des cas, eh bien, elle roule sur la compétition. Car en effet pour la Slovène, la manière est bien souvent aussi folle que le résultat. En bloc depuis Chamonix 2016, Janja Garnbret aura topé 290 blocs sur les 321 qu'on lui aura proposés, soit plus de 90% de réussite, mais surtout, elle aura flashé, soit réalisé en un seul essai, 187 blocs sur ces 321, soit 58% de flash. Et en voie, Janja n'est pas en reste, sur 184 voies grimpées en Coupe du Monde depuis Chamonix 2016, Janja Garnbret en aura topé 115, soit plus de 62%. Je veux dire, flasher un bloc plus d'une fois sur 2 et toper une voie plus de 2 fois sur 3. Je veux dire, tu m'étonnes qu'elle trouve la compétition trop facile, elle grimpe pas dans son niveau plus de la moitié du temps. Enfin bref, voilà un petit aparté statistique pour tenter de se rendre compte à quel point la Slovène a déjà marqué le circuit, et ce, on vous le rappelle, à seulement 27 ans. Et quand on voit qu'un Jakob Schubert continue de se placer sur des podiums de Coupe du Monde à 35 ans, il semble rester encore bien du temps à la Slovène pour nous éblouir encore un peu. News numéro 2, et on continue avec la sortie du film Big A World First qui revient sur l'ascension de la voie du même nom, connue pour être le 3e 9C au monde, libéré par l'Autrichien Jakob Schubert il y a déjà 3 ans en septembre 2023. Une annonce qui peut peut-être vous surprendre puisque, rappelez-vous, à l'époque, quand Jakob Schubert avait réalisé Project Big, eh bien il l'avait fait en live YouTube, et donc l'ascension avait déjà été documentée. Mais justement, ici, le film nous apporte beaucoup plus, et c'est justement ce que devrait être un film d'ascension. Un récit non pas uniquement de l'enchaînement, mais de toute l'histoire de son travail, et après la vidéo de 7 mois en Chine dont j'ai parlé dans le dernier épisode, Big A World First remplit encore une fois toutes les cases d'une bonne vidéo d'ascension, dans un style bien sûr très différent. Loin de se concentrer uniquement sur Jakob, le film consacre quasiment tout son premier tiers sur le premier voyage que l'Autrichien avait partagé avec Adam Ondra, un voyage suspendu entre duel et coopération à l'assaut du plus haut niveau mondial, qui n'est pas sans rappeler le mythique mano à mano, d'ailleurs évoqué dans le film, entre Adam Ondra et Chris Sharma sur la Dura Dura 9B+, en 2013. Mais surtout, comme je le disais, à l'époque, Jakob Schubert proposait un dispositif inédit pour streamer ses essais de Project Big en live, et justement, tout le procédé est expliqué dans la vidéo. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de ce mec qui était suspendu à une corde pendant la moitié du live de Jakob en train de le filmer? Et ben en fait, c'est un énorme goat.
puisque Johnny, de son vrai nom, devait assurer à la fois l'interview de Jacob en bas de la voie, filmer ses premiers pas dans la voie, puis se taper 40 mètres de remontée sur corde statique et caméra au bodard pour venir le filmer ensuite dans le crux. Attendez, mais c'est un film sur lui, moi, que je voulais voir en fait. Enfin bref, pour le reste de la vidéo, on retrouve des grands classiques mais toujours aussi agréables à regarder, avec encore un petit peu d'historique sur Jacob, la continuité de son travail sur la voie, puis son run d'enchaînement, jusqu'à sa presque chute sur le 8A final. Bref, je vous laisse aller découvrir tout ça sur sa chaîne, le lien est en description. News numéro 3, il y a 2 semaines se déroulait à Innsbruck la 5e étape de bloc de la saison et la 3e étape de difficulté. On commençait donc par le bloc et chez les femmes dans une finale extrêmement difficile avec seulement 4 tops et un nombre erratique de zones. C'est l'américaine Annie Sanders qui l'emportait une nouvelle fois cette saison avec le double de points de sa dauphine, la britannique Erin McNeice. À la 3e place, on retrouvait encore l'australienne Oceania Mackenzie, alors Corianne Berton terminait 5e malgré le fait d'avoir été dans les 3 seules grimpeuses à toper un bloc, ce qui a fait évidemment pas mal parler sur le système de score instauré il y a 2 ans. Enfin au général, la britannique Erin McNeice reste en tête et semble avoir pris un bel avantage sur l'australienne Oceania Mackenzie. Oceania qui voit d'ailleurs revenir très fort dans le rétro l'américaine Annie Sanders malgré une étape en moins. Enfin si le podium semble maintenant trop lointain pour Oriane, il y aura une belle 4e place à aller chercher en dépassant la japonaise Melody Sekikawa. Chez les hommes maintenant, alors que le français Mejdi Schalk tombait à la surprise générale dès les qualifications, c'est encore une fois le japonais Sorato Enraku qui l'aura emporté, cette fois-ci face à son compatriote Rei Kawamata pour s'adjuger une 5e étape d'affilée. Derrière, c'est le coréen Do Yoon Lee qui s'empare du podium pour une petite zone devant le français Sam Hafzou qui s'offre tout de même une 2e, 4e place en bloc cette saison. 5 victoires d'affilée. Chez les hommes, c'était jamais arrivé et une saison parfaite, ce n'est jamais arrivé chez les hommes. Bon, chez les femmes, c'est arrivé une fois par... Mais bon, ça compte pas vraiment, quoi. Au classement général, le suspense pour le titre est donc déjà enterré depuis un moment, mais la bataille continue pour la 2e place avec Mejdi Schalk qui devra espérer une contre-performance de Do Yoon Lee à Salt Lake et surtout empêcher le retour du Belge Hannes van Duysen en embuscade. On passe maintenant à la 3e étape de difficulté de la saison. Chez les femmes, si l'américaine Annie Sanders visait un nouveau doublé bloc difficulté historique, c'était sans compter le retour de la Slovène Janja Garnbret en grande forme après son enchaînement de bibliographie il y a quelques jours. La Slovène dominera la finale assez largement devant Annie et la coréenne Chae Yoon-seo pour s'offrir, on en a déjà parlé, sa 50e victoire en Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. En bas du classement de cette finale, on retrouvait la française Manon Hilly qui se ratait dès le début de la voie, mais qui réalisait une très belle compétition en atteignant la finale pour son avant-dernier rendez-vous international en carrière. Au général, là non plus, pas de surprise, malgré le retour de Janja Garnbret, Annie Sanders se maintient largement en tête devant la coréenne Chae Yoon-seo et le trou semble bien difficile à combler pour la suite de la saison. Derrière, l'Autrichienne Jessica Pilz reste à la lutte pour le podium du général après plusieurs années en dessous de ses attentes, alors que Zelia Hafzou se retrouve éjectée du podium à la 6e place derrière la britannique Erin McNeice. Enfin en difficulté homme, nouvelle victoire pour le japonais Neo Suzuki, de justesse devant l'espagnol Alberto Rines Lopez et l'autrichien Jakob Schubert. Derrière les 3e de tête, l'indonésien Putratri Ramadani était toujours là, montrant qu'il n'a pas usurpé sa récente victoire d'étape, juste devant le tchèque Adam Ondra. Au général, là encore, un homme fort domine le classement avec Neo Suzuki qui semble bien parti vers le titre avec plus de 1000 points d'avance sur ses concurrents Putratri Ramadani et Alberto Rines Lopez. Concernant la suite de la saison, on se retrouvera dès ce week-end pour la Coupe du Monde de Cracovie en Pologne pour la 3e étape de vitesse de la saison. Pour la difficulté, il faudra attendre l'étape française de Chamonix le week-end du 10 juillet prochain, alors que pour voir se terminer la saison de bloc, il faudra maintenant malheureusement attendre plus de 3 mois et l'étape de Salt Lake City en octobre. Et oui, vous avez bien entendu, il faudra attendre octobre pour voir cette dernière étape de Coupe du Monde de la saison. Alors c'est une décision organisationnelle qui fait évidemment beaucoup parler, et personnellement c'est vrai que je la trouve assez inadmissible et peu explicable. Alors on se doute bien que cette décision elle n'a pas été prise au hasard, que derrière il y a des choix financiers, logistiques, mais bon, d'un point de vue de la pertinence sportive, c'est un non-sens total. Je veux dire, les formes des athlètes sont pas du tout les mêmes en début de saison et en octobre, et ça va complètement biaiser le classement. Alors ok, pour un Sorato Enraku, c'est pas très grave, la donne est déjà dite, mais pour ceux qui se battent derrière ou pour le classement féminin, bah c'est complètement injuste. Et c'est pareil pour la saison sur rocher, ça empêche les athlètes de se préparer pour le rocher et ils doivent rester chauds pour des compétitions à rallonge. Pareil également pour les fédérations qui doivent mettre un coût logistique et financier encore énorme pour se redéplacer jusqu'à Salt Lake City en fin d'année.
Bref, la question sera donc qui participera à cette étape de Salt Lake. Les athlètes qui ont quelque chose à jouer au général, on l'imagine, mais pour les autres, rien de moins sûr. News numéro 4, et on se retrouve pour une news dans la catégorie challenge complètement dingue du monde de l'escalade. Dylan Chua, grimpeur suisse de 25 ans, dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans les croix de la semaine, s'est lancé il y a quelques temps un défi de taille, réalisé dans la même journée, un bloc côté 8C, une voie côté 8C et une grande voie côté 8C. Vous croyez qu'il se passe quoi si on laisse 20 minutes dans la même pièce Dylan Chua avec Hugo Parmentier, Seb Berth et Laura Pinault? Enfin bref, encore un défi assez dingue du monde de l'escalade que le Suisse sera tenté de réaliser en ce début de mois de juin. Pour cela, Dylan avait ciblé 3 lignes iconiques dans la vallée de Fionnet en Suisse, et après une longue attente pour avoir les conditions parfaites, c'est le 12 juin que le Suisse s'est lancé dans ce défi dantesque. Résultat, un échec, une fracture du scaphoïde et une douleur intense au poignet. Attends, mais c'est chaud quand même, ça a pas l'air de t'étonner plus que ça. Bah non mais évidemment que ça m'étonne pas, je veux dire, y a que les grimpeurs que ça étonne que ça marche pas ce genre de truc. Un 8C bloc, un 8C voie, un 8C grande voie dans la même journée. Si tu mets du pâté dans un mixeur, ça va pas faire des churros. Bon, plus sérieusement, on envoie évidemment toute notre force à Dylan pour cette blessure et cet échec, alors que l'aventure paraissait si bien partie. En effet, après avoir grimpé le bloc en un seul essai, puis la voie d'une longueur facilement, Dylan progressait vite sur sa dernière étape de la grande voie. Malheureusement, lors du tout dernier mouvement de la longueur crux, le Suisse zippait du pied et était violemment projeté contre le mur, avec pour résultante la blessure citée plus tôt. Un gros coup dur pour le Suisse qui donne néanmoins une meilleure idée de la difficulté d'un tel projet. D'ailleurs, Dylan annonce qu'il publiera également quelques images des backstage, mais aussi un film quand il aura réussi l'enchaînement, car oui, malgré la blessure, Dylan n'abandonne pas et assure qu'il reviendra à 100% pour le relever à nouveau. Et dans le reste des news, la salle d'escalade du CMC Mulhouse va rentrer en liquidation financière, une salle qui n'est pas anodine dans le paysage français puisqu'elle était régulièrement citée comme le mur le plus haut du pays, et pour tous ceux qui y avaient déjà été, le CMC avait tout d'un véritable complexe plutôt que d'une simple salle d'escalade. Ouverte le 21 août 2020 et déjà ébranlée après avoir subi un départ compliqué à cause du Covid-19, la salle ne se sera jamais vraiment remise. De plus, cette fermeture fait écho aux rumeurs de plus en plus pesantes quant à un marché des salles d'escalade en berne et notamment une forte diminution des dépenses annexes comme la restauration et le snacking. Climbing Giants, c'est le nom du film réalisé par Noah Kane et Jaden Lalor qui vient de sortir en ligne sur la chaîne YouTube de ce premier. Un film dédié à la grimpe sur des arbres, un regard alternatif sur la discipline qui nous emmène au Costa Rica pour nous faire découvrir une communauté de grimpeurs qui évolue sur des figuiers étrangleurs géants, un arbre emblématique de l'île à la morphologie particulière et propice à l'escalade. À cela s'ajoute une dimension écologique et historique avec la présence de biologistes comme Nalini Nadkarni qui vient nous raconter comment une pratique physique peut créer une relation intime avec un lieu, une communauté et une cause environnementale. Bref, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec un double enchaînement de qualité par l'américain Noah Wheeler avec les blocs Creature from the Black Lagoon 8C+, et Brace for the Cure 8C+, sur le site de Upper Chaos. Concernant le premier, Noah le décrit comme un bon benchmark pour ce qui serait le niveau d'entrée limite du 8C+, avec seulement 1 heure passée sur le bloc répartie sur 2 jours et un double coincement de genou trouvé pour l'enchaînement. Concernant Brace for the Cure, Noah aura dû mettre bien plus d'essais avec quelques sessions l'année passée puis 2 sessions cette année et pas moins de 15 répétitions du mouvement de Jade, le bloc originel de l'extension, pour finalement le réussir. Il s'agira de ses 3e et 4e blocs dans la cotation pour Noah qui dépasse enfin son nombre de 9A enchaîné avec son nombre de 8C+, un palmarès exceptionnel pour lui. Et toujours dans le domaine du bloc américain, on retrouve Beckett Sign pour son enchaînement de Insomniac 8C+, sur le site de Lincoln Lake. Beckett, vous le connaissez puisqu'on a parlé de lui pour être devenu il y a peu le plus jeune grimpeur dans le 9 à bloc en enchaînant No One Mourns the Wicked, un titre légèrement contesté depuis que l'allemand Yannick Floé ait proposé une décote du bloc en question. Ceci dit, rien qui ne remette en cause l'immense talent de l'américain qui le prouve encore en enchaînant à 16 ans son 2e 8C+ en carrière après Creature of the Black Lagoon l'année dernière. Pour la suite, alors que Beckett vient d'obtenir son permis de conduire, on attend une razzia de croix encore plus importante et un ancrage au plus haut niveau du bloc mondial. Et on continue avec le français Arthur Pointefer qui réalise l'enchaînement de Super Craquinette 9A+, sur le site de Saint-Léger du Ventoux. Il y a des enchaînements de volume qu'on réalise pour garder la forme, et puis il y a ceux qui constituent le projet d'une vie. C'était le cas de Super Craquinette pour Arthur. Le grimpeur français de 23 ans vient tout simplement de sauter 3 cotations en passant directement du 8C au 9A+, après 105 essais sur la voie bien connue du paysage français. Car Arthur, ce n'est pas qu'un grimpeur, passionné d'alpinisme ou de ski de pentraide, Arthur aura dû organiser son emploi du temps pour profiter
au maximum de son travail sur la voix, un travail commencé en 2024, et si rapidement le français parvenait jusqu'au dernier mouvement, il lui aura fallu encore presque 2 ans pour les passer et clipper le relais de sa voix la plus difficile jamais atteinte. Et retour aux États-Unis, mais en falaise cette fois-ci avec l'enchaînement de Martial Law, 9A+ par Tyler Thompson sur le site du Mont Charleston. Martial Law, c'est un départ alternatif de la voix Arrested Development, côté 8C+, qui rajoute un 8B+, avant cela venant du fond de la grotte. Un départ sur lequel Tyler aura passé toute sa première session avant d'atteindre le crux d'Arrested Development lors de sa 3e session. D'ailleurs, selon Tyler, le coincé de genou commun aux deux voix ferait un peu trop baisser l'intensité de l'enchaînement pour mériter un 9A+, et il propose donc une légère décote à 9A. Et nouvelle razzia de croix dans le 9e degré pour l'italienne Laura Rogora qui enchaîne successivement les voix Hades 9A, Volo d'Aquila 9A et Moon Landing 9A également sur les sites du Götterwandel et de Potrich en Autriche, puis de Passo della Presolana en Italie. C'est à se demander s'il existera encore longtemps des voix dans le 9A pour l'italienne qui semble jour après jour les enchaîner avec une facilité déconcertante. En pause du circuit compétitif, Laura en aura donc profité pour passer par l'Autriche où elle n'avait encore jamais grimpé et enchaîner les 2 premières voix citées en 3 et 4 essais. Derrière, de retour en Italie, Moon Landing n'aura pas tenu bien plus longtemps, quoique Laura aura tout de même dû espacer ses essais sur 2 jours à cause de l'humidité de la voix. L'italienne de 25 ans en est maintenant à 47 voix enchaînées dans le 9A ou plus, un record absolu et de loin chez les femmes et l'un des meilleurs palmarès au monde, tout genre confondu. Et on continue sur de la falaise féminine avec l'enchaînement de Obaba 9A sur le site de Balzola en Espagne par Ainise Bellar Barrucia, alors que la grimpeuse espagnole de 20 ans en est maintenant à 7 voix dans le 9A ou plus, dont un 9A+ avec Ini Ameriktan il y a 1 an. Ainise continue d'affirmer son statut de falaisiste prodige avec ce nouvel enchaînement, une voix qu'elle décrit comme très différente du style habituel de Balzola, un site à proximité de son domicile. D'ailleurs, Ainise avait posé les dégaines dans la voix il y a 1 an sans jamais prendre le temps de l'essayer. Eh bien, c'est chose faite. Et on termine avec l'enchaînement du Bronx 8C+, par Manon Illy sur le site d'Orgon dans le sud de la France. Juste avant de s'envoler pour Innsbruck, la française avait ajouté le Bronx à son palmarès déjà bien fourni, avec maintenant 10 voix dans le 8C+, ou plus. À 32 ans, la française semble toujours au sommet de son art avec son 4e titre de championne de France, cette dernière ascension en 8C+, avec le Bronx, puis une finale en Coupe du Monde à Innsbruck, un moment que Manon a choisi, on le sait, pour dire au revoir à sa carrière compétitive, et même si ses projets restent flous et qu'elle ne s'interdit rien, biographie 9A+ mythique de Seus que Manon travaille depuis plusieurs années, semble être bien ancré dans sa tête. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de toutes les manières dont vous connaissez. N'hésitez pas à booster la vidéo, laisser un j'aime, commenter, vous abonner. Bref, vous connaissez la rengaine. On a aussi une page Tipeee présente dans la description si vous voulez nous soutenir financièrement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!